effectivement la chance d'avoir Isabelle Autissier avec nous ce matin. Je vous laisse vous installer. Un grand merci d'être avec nous pour introduire cette matinée. Oui, là, vous pouvez. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Alors Isabelle Autissier, vous êtes là, on peut le dire encore, même si ça commence à dater un petit peu, la première femme à avoir fait le tour du monde, bah oui, en compétition. Je donne pas la date, hein, non. Mais oui, vous pouvez applaudir, bah oui. Merci. Femme très engagée, on vous entend régulièrement à la radio, sur tous les médias. Ce matin. Pour défendre, voilà, ce matin sur France Inter, enfin en tout cas pour défendre le nouveau rapport du WWF. Voilà, présidente du WWF et vous écrivez également. Peut-être quelques mots pour introduire cette matinée. Quel est le sens pour vous, voilà, des transports éco-responsables dans une planète qui va pas très très bien? Évidemment, il est fondamental. Arnaud Leroy a évoqué l'importance de l'empreinte carbone des transports en général. Il a parlé aussi de la biodiversité. Bien sûr, c'est un thème qui me touche de très près et qui nous interpelle beaucoup et sur lequel on a beaucoup travaillé au WWF. Mais vous savez, le sous-titre en quelque sorte du WWF, c'est « Nous sommes tous la solution ». Il s'agit pas seulement de dire on est tous le problème, bah oui on est tous un peu le problème, mais on est tous un peu la solution. Vous avez vous en tant qu'acteur du transport entre les mains une partie assez importante en fait de cette solution, parce que justement aujourd'hui l'empreinte des transports en termes de carbone et en termes de biodiversité est encore forte, hein, on le sait. Mais justement, voilà, ne nous arrêtons pas là-dessus, essayons d'analyser le pourquoi du comment, et puis trouvons les solutions. Je crois que les sociétés humaines ont ça de magnifique peut-être, qu'elles sont capables d'évoluer. On vit pas comme au Moyen-Âge, on vit pas comme au temps des Romains, et donc on est capable de faire bouger nos sociétés et de les faire évoluer. Et je crois que c'est sans doute la première fois dans une société humaine que nous le faisons totalement consciemment. Finalement, souvent, les sociétés ont évolué comme ça, un peu portées par des idées, des choses. Mais là, voilà, on est tous conscients du problème, et donc voilà, des assemblées comme celle-là, c'est important. C'est important que vous arriviez à avancer collectivement, parce qu'il y a un vrai, non seulement défi, mais il y a plein de choses à faire que vous commencez à faire. Tous conscients dans cette salle, et bien sûr pour ceux qui nous regardent aussi à distance, tous conscients en général, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout est lié, toutes les pollutions sont liées. Vous avez parcouru le globe sur les océans, et finalement pollution terrestre, pollution des mers, c'est la même chose. Oui, d'abord parce que la pollution des mers, elle vient de la terre, hein, elle arrive pas comme ça. Bon, il y a en gros, c'est que plus de 80% de la pollution des mers vient de la terre. Voilà, les fleuves se jettent dans la mer, les aérosols finissent par arriver en mer. Hein, donc oui. En fait, on est une planète unique, et que ce soit sur les cycles physiques du climat, des courants marins et autres, ou que ce soit sur les cycles biologiques de la vie. Ce qui se passe aujourd'hui d'un côté de la planète a des répercussions partout. Donc, évidemment, on est dans une communauté humaine. Alors, vous continuez à naviguer. Puis, petite parenthèse. Voilà. J'ai réussi à aller chercher mon bateau qui était à Tromsø, au nord de la Norvège, et à le ramener à La Rochelle pour quelques travaux, puisque effectivement, je navigue tous les ans, plutôt dans des pays froids d'ailleurs, plutôt donc avec soit des scientifiques, soit des gens des écrivains, des photographes. Je les emmène dans ces territoires un peu lointains et un peu froids. Pour prendre conscience encore un peu plus de la beauté des paysages et de l'importance de respecter tout ça. Oui, entre autres, ou pour agir directement. Là, quand on fait des missions avec des scientifiques, on va faire des mesures concrètement. Alors, le WWF a émis un rapport, c'était en juillet dernier, sur le plan de relance. Quel est le sens de ce rapport? Une alerte et peut-être le lien avec les transports? Non, c'est pas une alerte. L'alerte, on l'a partout, tout le temps. C'était la question de se dire, d'abord, cette pandémie a une origine dans la biodiversité. Hein. On est pratiquement sûr maintenant, parce qu'il y a eu quelques hypothèses diverses et variées, mais si on compare à d'autres grandes pandémies comme le SRAS, comme Ebola, comme le MERS, etc., on voit bien que c'est des atteintes à la biodiversité qui créent le rapprochement entre, en gros, des réservoirs sauvages de virus
et les humains. Sans doute d'ailleurs dans les deux sens. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est à partir du moment où on a décidé que, surtout au niveau de l'État français, qu'on allait mettre des centaines de milliards pour permettre à notre économie de redémarrer. La pire des choses, évidemment, c'est de redémarrer comme avant, puisque et on l'a vu en 2008 hein, sur un certain nombre de sujets. En 2008, on s'est pas posé trop de questions, on a mis de l'argent comme ça, sans aucune contrepartie, sans aucune réflexion, et puis finalement, quelques années après, on était dans des situations pires que celles de 2008. En tout cas, pour ce qui concerne le climat, pour ce qui concerne la biodiversité ou même les pollutions. Donc là, évidemment, le message du WWF, c'est profitons de cette chance extraordinaire qu'on a à un moment donné, parce que après, on dit tout le temps, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Là, en ce moment, il y en a. Il y en a plein partout. Et donc, essayons de l'utiliser pour être dans le monde, le fameux monde de demain, le fameux monde d'après, en sachant que c'est pas un bouton sur lequel on appuie et qui change tout d'un coup comme un coup de baguette magique, mais c'est une direction dans laquelle on va et dans laquelle les entreprises peuvent être aidées, parce que on sait bien que la difficulté des entreprises, c'est le passage, c'est la transition. C'est-à-dire que quand on a un environnement économique, c'est difficile d'en changer comme ça. Et cet argent, à un moment donné, il peut venir là, justement, pour aider les entreprises à changer leur modèle économique, à avoir des réponses techniques, technologiques différentes, voilà, à faire évoluer leur marché, etc. Donc voilà, notre message à nous au WWF, c'est surtout, ne mettons pas cet argent pour refaire comme avant, parce que là, dans quelques années, ça va être sacrément pire. Et vous avez justement des pistes particulières. Alors je pense au transport évidemment parce que c'est notre thématique de la matinée, mais en général, qu'est-ce qu'il faudrait pas refaire comme avant? Vous avez aussi, vous parlez du transport. Ce matin, j'étais sur France Info pour parler de la campagne qu'on commence pour faire remarquer que les SUV, c'est un désastre environnemental et c'est un désastre économique aussi pour les gens, surtout les gens qui vont les acquérir d'occasion, donc les gens qui ont moins de pouvoir d'achat. Donc par exemple, l'idée vis-à-vis des grands constructeurs automobiles, c'est pas de dire on va pas les aider, c'est de dire aidons-les à aller dans le sens de la voiture décarbonée, partagée, du mixte de transport que peuvent piloter ces grandes entreprises. Mais si on met de l'argent pour que finalement on continue à avoir de plus en plus de SUV, alors là on va vraiment se tromper. Donc c'est vrai, bon ça c'est un petit exemple évidemment parce que je l'ai en tête aujourd'hui, mais ça peut être vrai sur le transport maritime, ça peut être vrai sur la logistique, les fameuses logistiques du dernier kilomètre aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'innovation peut être au rendez-vous, qui va aussi favoriser une forme de compétitivité parce que on va peut-être dépenser moins d'argent, et voilà, on va peut-être avoir des solutions plus adaptées aux gens, et voilà, c'est toute cette intelligence collective qu'il faut mobiliser. Ouais, c'est un avantage concurrentiel. On le verra dans les tables rondes ce matin très concrètement sur le dernier kilomètre et d'une façon plus générale pour les transporteurs, les chargeurs et tout le monde du fret. Effectivement. Alors il y a le développement des solutions alternatives au diesel, le GNV. On va beaucoup parler aussi à condition qu'il soit aussi produit en local. Voilà. Donc il y a plein de solutions comme ça. L'électrique pour le dernier kilomètre, oui, par exemple. Et c'est vrai que c'est important ce que vous dites parce que parfois le diable est dans les détails. Hein. Et donc effectivement, vous parliez du gaz. Si le gaz c'est juste d'aller chercher du gaz fossile, c'est moins pire, on va dire, que le charbon. Mieux, voilà. C'est moins pire que ce qu'on fait aujourd'hui avec le fioul lourd, évidemment. Mais voilà, c'est pas la vraie solution d'avenir. On est en chemin, donc c'est une étape. Vous parliez évidemment de cette aide économique. On voit que le changement, il est aussi de changement culturel, des freins psychologiques pour passer à un braquet supérieur et changer complètement de direction. Oui, je pense qu'il faut évidemment culturellement sortir, et c'est compliqué du tout de suite. On nous a vendu ça pendant des décennies. Allez-y, remplissez vos maisons de tout ce que vous voulez, et surtout, il faut l'avoir tout de suite et il faut le changer le plus souvent possible. Ça, on sait que c'est un désastre. C'est pas, bien sûr, c'est un désastre pour le climat, c'est un désastre pour la biodiversité, mais c'est un désastre pour les sociétés humaines. Et c'est ça que je crois qui commence à faire jour un peu, c'est que, en tant que société humaine telle que nous sommes organisés aujourd'hui, nous ne survivrons pas
à ce que nous sommes en train de faire. Nous n'y survivrons pas. Je dis pas que l'être humain va disparaître, je pense pas. Mais en tout cas, nos organisations sociales, nos démocraties, etc., ça va être complètement balayé par les drames qu'on se prépare. Donc, on n'a pas envie de ça, et on n'est pas si idiots non plus. Et donc, on est capable de mettre en œuvre des solutions qui nous permettent de rester debout. Le fait que l'urgence aussi se rapproche, ça permet aussi peut-être de faire bouger un peu plus les lignes un peu plus rapidement. Alors j'ai entendu parler alors c'est peut-être anecdotique, mais quand même du cargo à voile. Qu'est-ce que c'est que ce cargo à voile? Est-ce que attendez, pourquoi ne pas utiliser ce truc génial qu'est le vent, qui est gratuit? Moi, j'en sais quelque chose. Je fais le tour du monde avec, plutôt vite d'ailleurs. Bon, vous me direz, je suis toute seule sur mon bateau, donc c'est peut-être facile. J'ai pas des tonnes à transporter, mais voilà. Pourquoi faire de la nature en permanence une ennemie? On se trompe complètement. Nous vivons de la nature, nous vivons de cette planète. Le vent, c'est génial. Alors, il faut évidemment mettre au point les technologies, et puis c'est peut-être pas valable tout le temps, et puis c'est peut-être pas valable partout, et puis il faut, mais ça peut agréablement quand même venir compléter. Donc oui, c'est un des éléments, et c'est aussi intéressant parce que justement c'est un élément qui nous montre qu'on peut être créatif, et on peut la voile, c'est pas une idée du 19e siècle, quoi. La voile, c'est une idée de demain. Et voilà, donc moi évidemment j'en suis ravie, mais pas seulement parce que je navigue, parce que je trouve que imaginer les idées de demain, c'est quand même plus sympa que rabâcher les trucs d'hier, quoi. Surtout quand ça marche pas, les trucs d'hier. Donc voilà, les cargos à voile, et finalement peut-être le message c'est que c'est une mixité de solutions, c'est ça, c'est pas qu'une solution unique. Bien sûr, comme pour l'énergie, comme pour on voit bien que on sort aujourd'hui de ces espèces de pensées uniques, de centralisme où il y a qu'une seule façon de faire les choses, où il y a que une seule source d'énergie, voilà. Sur l'énergie, on le voit très bien, les énergies renouvelables, ça va pas être du tout solaire ou du tout biomasse ou du tout, mais chaque endroit va développer son mix énergétique, et c'est comme ça qu'on sera efficace. Et donc je pense que sur beaucoup de solutions, il faut sortir de cette idée qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, et puis essayer d'inventer à chaque fois, en fonction de ses besoins, ce qui convient le mieux. Développer le rail en France, par exemple, on en parlera aussi sur les tables rondes, ça peut donner une opportunité intéressante. Est-ce que vous pensez que finalement cette crise sanitaire que l'on vit en ce moment, ça va être un peu différent de celle de 2008 ou celle des précédentes? Est-ce que vous pensez vraiment que là, cette fois-ci, on va passer je pense que de toute évidence, nos sociétés sont encore plus fortement bousculées qu'en 2008. Déjà, elles l'avaient été, mais là, que ce soit en termes économiques, puisque on nous promet quand même, enfin on nous promet, je sais pas si c'est une promesse, mais on nous annonce quand même des niveaux de récession beaucoup plus importants, donc un choc économique encore plus violent, et parfois justement, les chocs économiques peuvent être le moment où on va faire des bascules. Et je crois aussi que individuellement pour chacun d'entre nous, à la fois ce moment absolument incroyable où on est tous restés chez nous pendant 2 mois a été plus que marquant, et puis les suites qu'on voit aujourd'hui, la façon dont on gère nos vies, cette espèce d'incertitude qui a envahi nos vies, et qui au fond est le résultat effectivement d'une mauvaise gestion de nos sociétés et de notre rapport avec la planète. Parce qu'on sait pas gérer l'incertitude. Les marins, ils le font un peu mieux parce qu'ils ont un peu plus l'habitude de l'incertitude du temps, même si la météo est un peu meilleure, mais quand même. Mais voilà, et donc je pense que ça nous impacte très profondément. Et qu'on n'est pas au bout non plus de tirer le fil de tout ce que ça va modifier dans nos têtes, dans nos comportements, dans nos actes de la vie quotidienne, et aussi évidemment dans nos organisations. Alors c'était les SUV ce matin. Quelles sont les prochaines lignes de bataille, j'allais dire, du WWF dans les... Non, on en a plein en même temps. C'est ça, ouais. J'ai cette chance d'être la présidente d'une organisation un peu hyperactive, et où à la fois en fait on a plusieurs grandes lignes de travail. C'est d'une part par rapport à la nature en général, dont je vous rappelle que 50% de l'oxygène que vous respirez, c'est dû au plancton marin, par exemple. Donc voilà, donc le rapport à la nature, il est immédiat tout de suite. Donc il y a un premier grand thématique qui est comment offrir de la résilience à la nature,
Alors ça peut être des aires protégées, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Ça peut être la limitation de la pollution. On parle beaucoup des néonicotinoïdes, par exemple, en ce moment. Voilà, donc tout ce combat-là pour garder une nature vivante, garder un climat le moins déréglé possible. Et tout ça est relié avec, effectivement, ce sur quoi le WWF travaille de plus en plus, c'est trouver des solutions pratiques, travailler avec les entreprises, travailler avec les collectivités locales, travailler avec les pouvoirs publics et politiques pour organiser nos sociétés autrement. Hein. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tout de suite c'est fini, faut oublier ça et il faut donc se repositionner autrement avec des vies qui seront différentes et honnêtement, je pense qu'ils seront pas désagréable. On n'arrête pas de dire, vous les écolos, je reprends pas les Amish, mais j'y pense un peu, vous nous empêchez de vivre, etc. Mais je pense que c'est fondamentalement faux, et que des sociétés qui seront moins impactantes, qui seront plus solidaires, qui seront aussi dans des collectivités humaines plus gérables, ce sera plus agréable pour nous. Donc je vois pas du tout de raison, si ce n'est que la transition est complexe. C'est à ça qu'il faut qu'on travaille, mais pour le reste, je vois pas de raison de pas essayer de se construire un avenir un peu mieux que ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Ça fait des années maintenant que vous avez cette énergie incroyable pour défendre ces belles causes. Vous la trouvez où, cette énergie? Peut-être un message là pour motiver encore un peu plus, même si on a une assemblée extrêmement motivée. S'il y a un truc qui est bien et qui est pas en voie de disparition, c'est le nombre de neurones humains. Hein. On est même de plus en plus nombreux. Donc je pense que la créativité, elle est là, l'énergie, elle est là. Moi, à chaque fois que je vais au WWF, ça me regonfle le moral. Des fois, j'ai une petite... La nuit, ça me réveille un peu et je me dis, bon, voilà, comment est-ce que ça va se passer, cette affaire? Et puis, quand je vois cette énergie humaine, cette créativité, cette envie, je me dis, ouais, allez, ça y est, on y va, quoi. Hein. Donc, je pense qu'aussi, c'est pour ça que des réunions comme ça, c'est important, c'est que on n'est pas tout seul. Tout seul, on n'y arrive pas. C'est pas parce que tout seul, on va faire des petites choses, hein, qu'il faut tout ce qu'on fasse. Bon, c'est bien, faut le faire, mais quand on fait ça, on se sent un peu misérable. On se dit, oui, moi, je fais mon petit truc, mais à quoi ça sert? Et dès qu'on est dans des collectifs, dès qu'on réfléchit ensemble et qu'on se bat ensemble, ça y est, on a un grand bol d'air qui arrive grâce aux autres, grâce à l'intelligence collective. Merci beaucoup, Isabelle Autissier. Nous allons donc jouer collectif toute la matinée avec cette bel élan. Merci. Merci à vous.